Est-ce que je vois qu'ils sont assis? Peut-être on te faire un petit tour. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse Denis Verneau parce qu'il a été parfait cet après-midi. Notre monsieur loyal. Merci Denis, avec précision, empathie et rythme, parce que nous sommes bien à l'heure, puisqu'on avait prévu de finir à 17h, il est même moins le quart de 17h. Je pense que les résultats vont être proclamés d'ici une petite vingtaine de minutes, hein, maximum une demi-heure. Donc ça va être formidable de pouvoir expliquer effectivement les ateliers. On commence par qui? Peut-être par nos amis brasseurs? Oui, par nos amis brasseurs. Hein? Alors. Et quel plus beau représentant de la brasserie que M. Iltis, alsacien de son état. Donc, on a voulu mettre en avant une brasserie française, la brasserie Anosteke, qui nous vient du nord de la France. La difficulté était de servir une bière non filtrée, comme on en trouve de plus en plus dans les micro-brasseries. Et on a coutume de dire que s'il y a de la levure, il faut la servir. Donc, toute la difficulté était finalement de servir au guéridon ces bières, c'est ce qu'on attendait, dans de beaux verres, et de partager la levure dans les 3 verres, ce qui a imposé de le servir en 2 fois. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans aucune compétition, je crois, et c'était pour un petit peu codifier ce service finalement de ces bières qu'on rencontre de plus en plus. Donc c'est vrai que on a senti que les candidats ont été décontenancés par ça, mais on apprend tous les jours et c'était l'idée de montrer que dans cette évolution des boissons telles qu'on la connaît aujourd'hui, la bière a toute sa place. Ouais. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude dans les vins de faire attention à ne pas servir les levures, alors que celle-ci, c'est l'âme de la bière non filtrée, c'est que la levure soit présente dans le verre pour apporter quelque chose. Parfait. Je vois qu'il y a des bouteilles qui arrivent en plus de l'autre côté. Ouais. On va pouvoir. Monsieur. Résultats. Non, je dis qu'il y a des flacons qui vont nous permettre de. Ah bah oui. Alors on va passer. Servi. Est-ce qu'on a peut-être le diaporama ou pas je ne sais pas techniquement si on peut le refaire et passer le micro peut-être à monsieur Arnaud Chambost qui a œuvré sur cet atelier. Je cherchais le mot vicieux, c'était pas ça, mais sans forcément repasser tout le diapo, effectivement, les 3 candidats ont trouvé la majorité des étiquettes, ce qui était relativement facile quand on voit les réponses. Ce qui aurait pu être décontenançant pour les candidats. Effectivement, il y avait la première, c'était Perrier-Jouët, Marcel Lapierre. Bon, je ne vais pas toutes les faire, à moins qu'ici on puisse les. Donc voilà, Perrier-Jouët, Marcel Lapierre donc à Morgon, en Beaujolais, la célèbre étiquette du château Grillet, le château La Lagune, 3e cru au Médoc. Là, c'était effectivement la coulée de Serran avec le petit hippocampe. Château Montus, M. Brumont, la Turque de la maison Guillal, la maison Jadot, reconnaissable par son Bacchus et la date de 1859, le célèbre Clos des Papes, la maison Paul Avril, la maison Le Fleuve, enfin le domaine de Flève. Tous les candidats ont retrouvé Rosan Gassi, effectivement. Le célèbre Lafite Rothschild. Effectivement, il s'agissait bien d'Antoine Arena. Il y avait l'appellation Muscat qui était un tout petit peu indiquée, le degré. Le vin jaune donc, de chez Stéphane et Bénédicte Tissot. Célèbre Clos Sainte-Une de la maison de Trimbard. Pibarnon, famille Saint-Victor, à Bandol. C'était pas aux autres, mais c'était Cheval Blanc. La maison Huette, le domaine Huette, qui est le renouveau de la maison Huette. Estelle, la famille La Doucette, en Pouilly-Fumé. Et puis, effectivement, la famille Dice, pour terminer. Merci beaucoup. Alors, pour cet atelier qui était un peu un petit test sous pression, l'idée, c'était de déguster 4 vins. On n'avait pas spécifié ni la nature, ni quoi, ni caisse. L'énoncé, c'était tout simplement, après dégustation de ces vins, veuillez nous donner la nature des cépages, leur dosage, leur terroir et 2 accords. Alors, évidemment, nous avons privilégié donc, le partenaire Maison Lançon et de représenter toute la gamme, à savoir donc dans un ordre qui a été défini complètement aléatoirement et complètement au sort. Et c'est comme quoi le sort aussi fait les choses bien. Mais ça a démarré donc avec le Clos Lançon.
Le Clos Lançon ici donc est une base d'assemblage de Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Pinot Noir 50%, Chardonnay 35% et Pinot Meunier à hauteur de 15%. Il est dosé à 8 grammes de sucre par litre et nature des terroirs. Alors c'est le Black Label, pardon, en 1. Black Label en 1, ici, à ta gauche, Philippe, celui-ci, qui est, voilà. Non, je me suis trompé. Ici, le Black Label en 1. Donc Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier à 8 grammes sur des terroirs donc argilo-calcaires, 50% de grand cru, 50% de premier cru. Et l'idée, c'était d'avoir 2 recettes qui soient, on va dire, consensuelles et qui soient, on va dire, adaptées par rapport à ce brut non millésimé. Ensuite, la nouvelle étiquette de la maison Lançon, qui est le Green Label Bio, avec un 50% Pinot Noir, 35% de Chardonnay et 15% de Pinot Meunier, et avec un dosage de 6 grammes par litre. Donc parcelle de 16 hectares, répartie sur 24 parcelles, toujours pareil sur des marneaux calcaires. L'idée, c'était pareil, d'avoir une notion, on va dire, plus tranchante, plus vive par rapport à ce champagne, et essayer de trouver des choses qui soient un petit peu différentes, étonnantes dans l'accord mets-vin. Quelque chose de beaucoup plus évolué, un millésime 2012 avec une base de Pinot Noir à 52%, le Chardonnay à 48% et avec un vieillissement de 10 ans. Donc le but, c'était de voir un petit peu le caractère un petit peu évolué de ce champagne, avec pareil 50% de grand cru et 50% de premier cru, donc une certaine noblesse d'approche dans la dégustation. Et là, d'essayer de travailler sur des choses un peu plus évoluées, un peu plus sur le tertiaire, quelque chose qui soit un peu plus beurré et un peu plus ample. Et le dernier, voilà, excusez-moi, c'est ce que je vous ai dit en premier, c'est le fameux Clos Lançon, qui est là pour le coup très net, le grand champagne de la maison Lançon, 100% Chardonnay, et là qui est très très peu dosé à hauteur de 3 grammes, qui était donc le dernier donc champagne. Et là le but c'était de vraiment partir sur quelque chose d'exceptionnel, tout en restant dans une grande finesse et une grande élégance. Voilà, merci à vous. Donc le but c'était 4 minutes, 4 vins. Merci beaucoup. Attends. Alors, petit exercice d'analyse sensorielle ici, avec donc un vin à décrire totalement. Je tiens à préciser que sur le premier vin, la dégustation intégrale du vin représente à peu près 2 tiers de la note et que la reconnaissance des autres vins, plus les bonus, représentait 1 tiers de la note. L'idée était bien sûr de les emmener au travers du Pinot Noir, qui sont en perpétuelle évolution, ce cépage qui fait tant rêver et qui, selon les interprétations, les climats, mais aussi les modes et les coutumes qui évoluent, peuvent proposer des choses qui ne sont pas tout à fait celles que l'on croit. Et donc le premier était l'illustration d'un Pinot Noir planté dans la Willamette Valley en Oregon par et donc le domaine Beaufrère, des visionnaires qui ont planté sur des terroirs assez neutre à l'époque et totalement vierge ces Pinots Noirs. 40 ans plus tard, on s'aperçoit que ce n'était pas totalement un pari inutile. Je soulignerais que c'est un Pinot Noir qui fait 12,8 d'alcool et qui, effectivement, dans sa structure et sa aromatique, se veut pour très européen, comme le sont d'ailleurs maintenant la majorité des grands vins des États-Unis. Deuxième petit clin d'œil à la Bourgogne, bien sûr, le Clos des Epnots. Donc là, on ne présente quasiment plus ce monopole de la famille des Contarmans, du domaine des Contarmans, qui est dans le coteau de Pommard sur 5,5 hectares. C'est là encore aussi tordre le cou à des a priori, puisque tout le monde connaît Pommard et sa puissance et peut-être sa dimension séveuse et intense. La lecture de Paul Zinetti, qui est le dernier vinificateur du domaine, va peut-être à contre-courant de tout ce qu'on a eu cru. C'est bien 2017, un candidat l'a souligné, et c'est donc une lecture peut-être à contre-courant de ce que l'on a bien sûr en tête pour Pommard. Et puis les dernières bouteilles est bien sûr un clin d'œil à notre ami Romain qui va jouir de voir que l'Alsace est encore une fois représentée à ce niveau. Le domaine de Kirambourg, qui est donc à Kinsheim, la propriété de Marc Hinoldi. C'est l'ex-domaine Martin Schatzel, pour ceux qui ont suivi un petit peu la propriété des Pinots Noirs qui sont ici de 2 grands crus et qui sont vinifiés par Samuel Totoli et puis Mathieu, enfin je ne me rappelle plus du deuxième, voilà, qui sont des gens qui ont travaillé au domaine d'Alberman. Il y a un candidat qui l'a dit. Je tenais à dire évidemment que ce Pinot Noir est bien sûr d'un beau millésime 2019, que c'est bien entendu la nouvelle génération de Pinot alsaciens qui nous régalait aujourd'hui. Et je tenais aussi à dire au candidat numéro 1 qui est prêt à l'acheter à n'importe quel prix que je suis prêt à en vendre beaucoup de bouteilles. Voilà. Merci. La deuxième, donc on attendait bien sûr pour la conclusion que c'était tous des Pinots Noirs. Ça, c'était une petite partie de la note. Et bien entendu, le vin à retrouver des États-Unis était le vin numéro 1. Mais avouons quand même que c'était pas tout à fait facile. Donc, bravo aux candidats qui ont brillé sur cette épreuve. Parfait. Si je permets juste,
membres du jury, 4 membres du jury, 4 meilleurs ouvriers de France présents pour de la dégustation. On peut rappeler Pascal Line, qu'on ne présente plus, Eric Göttelmann, Benjamin Roffet et Monsieur Perrondet. Alors cet accord mets et vin, intéressant. L'accord mets et vin, on voulait voyager à travers le monde. L'objectif de l'épreuve, c'était d'évaluer la connaissance culinaire des candidats, les pratiques viticoles, les pratiques culturelles mondiales, avec le classement au patrimoine mondial de ces 5 pratiques de la table, et voir s'ils étaient en capacité de les envisager et de créer un menu plat, mais aussi les vins, en accord mets et vin. Voilà ce qu'on attendait d'eux. Petite précision, bien accord mets et vin. Mets et vin. On attendait bien des vins et non autres produits ou autres boissons. Et voilà, en fait, chaque accord mets et vin, la grille de notation était vraiment sur les accords mets et vin. Et quand on proposait une autre boisson que le vin, ça éliminait l'accord dans les points. Voilà. D'où l'importance de l'intitulé, de la compréhension des candidats sur les intitulés. Accord mets et vin, accord mets et boissons. Exactement. Voilà pour cette épreuve. Et deuxième épreuve... Juste une petite chose, parce que oui. Tout le monde ne connaît peut-être pas cette grande pratique culinaire japonaise. Si on peut juste avoir 2-3 éléments. Tout à fait. Donc le washoku... Alors, vous aviez le savoir-faire du pizzaiolo italien, oui. Pour commencer. Où on envisageait aussi dans la notation, pardon, maintenant que tu me le dis, la dimension gastronomique. On avait bien dit un dîner prestige. L'idée était vraiment d'élever en fait des plats de tradition à des niveaux gastronomiques relativement élevés. Sur le washoku japonais, c'est toute une tradition de la table avec tout un art du service. Vous avez différents éléments autour de la table. Donc l'idée était peut-être de replacer à différents endroits les plats pour pouvoir peut-être imaginer un amuse-bouche plutôt généreux pour commencer. Et puis on aurait pu imaginer... il n'y avait pas d'ordre précis. Chaque candidat était vraiment libre de commencer avec la tradition française, de replacer chaque tradition comme il le souhaitait. Le repas gastronomique des Français, je ne vais pas l'expliquer ici. Vous aviez également le régime méditerranéen. Donc là, on pouvait se balader sur pas mal de pays autour de la Méditerranée. Moi, j'ai noté un accord sur la Grèce qui m'a beaucoup plu, par exemple. Et puis, il y avait le Mexique, donc, qui est une culture culinaire que je vous invite à aller regarder, qui est très attachée à ses traditions agricoles et qui, dans sa pratique culinaire, travaille énormément l'approche de l'élaboration des produits, un petit peu comme on le fait dans le vin. Donc il y avait aussi matière à discuter de tout ça. Voilà. Et ces 5 pratiques sont classées au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà. Et pour l'épreuve de la Chartreuse, alors pour l'épreuve aussi vous exactement pour l'épreuve de la Chartreuse, un chronomètre relativement timé pour servir 4 liqueurs vertes classiques de nos moines chartreux situés à Aigues-Noires aujourd'hui. Et donc, il y avait ce service en respectant les préséances. Il y avait également, on voulait voir la maîtrise aussi d'un service d'excellence sur un Jéroboam. D'accord ? Les grands contenants sont souvent faits pour être amenés en salle, pour mettre en avant une maison. Et puis, le travail du cocktail. Alors, l'idée n'était pas de piéger un candidat sur une recette, puisqu'on donnait la recette. Elle était de 2 centilitres par produit. Voilà. Donc avec 1 gigueur pour travailler. Et on avait également un respect de process de réalisation du cocktail à réaliser, comme ça pourrait nous arriver dans nos établissements où on peut se retrouver demain avec une personne en moins et puis il faut prendre le petit cahier avec la fiche technique du barman pour réaliser le cocktail, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et on peut applaudir, oui. Et je ne vais pas piéger M. Martin en lui demandant de me citer 3 valeurs du sommelier. Mais par contre, je voudrais bien entendre une anecdote, moi. Ah oui, Ah oui, je veux bien une anecdote, moi.
Alors, déjà, rebonjour. Pour tout vous dire, quand on m'a proposé de poser une question, déjà, j'ai tout de suite pensé au président. Je me suis dit, mais d'habitude, c'est le président. Et je tiens à vous remercier, car tout de suite, j'ai eu envie de me dire, OK, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre au prochain lauréat, qui correspond à, je dirais, l'imaginaire et du collectif et des professionnels. Donc, au départ, j'avais pensé à des questions pointues. Et après, j'ai proposé ça. Je me suis dit, en effet, ces derniers temps, on a tous souffert de cette période du Covid. On n'a pas trouvé tout de suite du personnel. Et quelles étaient les valeurs qui pouvaient justement faire en sorte qu'on transmette notre passion. Un peu dans la dynamique de M. Hermé il y a quelques années à Toulouse. Et il fallait donc transmettre la passion. Évidemment, la passion est une valeur, mais dans l'idée de cette transmission de passion, il y avait par exemple la notion de partage. Quand on va dans le vignoble ensemble, quand on rencontre un vigneron, on y va avec nos collègues. Ça peut être notre assistant, mais c'est aussi, pourquoi pas, un chef de rang. Il y avait aussi la notion de curiosité, apprendre des choses. C'est un métier qui nous permet de s'épanouir incroyablement. Et c'est ce qui fait qu'il est formidable, c'est que tous les ans, tous les jours, on apprend des choses et on est curieux. Il y avait la bienveillance. C'est un métier qui est passionnant, où il y a beaucoup d'horaires. Et donc, il faut être bienveillant avec ses collègues, je pense. Et puis, évidemment, dans les anecdotes, moi, c'est souvent le vignoble. Aller à la rencontre des vignerons et à travers les personnes avec qui j'ai pu travailler dans ma petite carrière, je pense notamment à des personnes comme Éric Baumard, Thierry Hamon, qui m'ont emmené dans les vignes. Et par exemple, qui m'ont emmené rencontrer des gens comme André Perret, Jean-Paul Jamet, ou j'en passe, au Château Rayas, M. Reynaud. Et on se rend compte en rencontrant ces vignerons, ce sont des personnes qui ont beaucoup de talent, qui mettent beaucoup d'amour dans ce qu'ils font, qui mettent d'ailleurs parfois même beaucoup de finances. Et nous, on est là pour les représenter. Et j'ai l'impression que plus les générations passent, plus on est là justement pour transmettre et cette tradition française, mais aussi cette passion. Et quand j'ai vu André Perret, Jean-Paul Jamet, des personnes comme ça dans le vignoble, je me suis dit, mais moi, humble sommelier, je suis là pour les servir et pour faire honneur à ce caractère juste incroyable du terroir français. Voilà. Super, merci beaucoup.